Cet épisode est dédicacé à tous mes personnages qui méritaient mieux. Comme tu l'as dit, tu n'as plus d'impact. C'est maintenant à moi de te dire mes 4 vérités. Tu as projeté tes insécurités sur moi, tu me les as imposées, et dès le moment où j'ai osé essayer de confronter mes propres problèmes, tu as pris ça comme un laissez-passer pour ruiner ma vie. Dans ce monde absurde de malheur, j'avais une bulle, une opportunité d'être incroyablement heureuse. Et tu n'as pas arrêté de tenter de percer cette bulle. Alors maintenant, je m'en vais, loin de ton influence. J'espère que tes prochaines créations profiteront d'un peu plus de maturité et de bienveillance de ta part. Je comprends l'attrait d'un peu de conflit ou de drame. C'est comme cela qu'on progresse. Mais de grâce, cherche le bonheur de tes personnages et ne gâche pas tout en cherchant à tout prix le conflit, comme tu sembles le faire dans ta vie à toi. Adieu, Echo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode du podcast Du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif qui parle de jeux de rôle sans y jouer. Ici, on n'a pas peur de froisser les Jean-Michel réalistes et on genre tout au féminin ou au neutre quand on y pense. Bonjour Célène, comment vas-tu ? Eh ben ça va, et oui, c'est Célène qui t'accompagne aujourd'hui. Et vous voyez ce qui arrive à force de tout genrer au féminin quand on y pense, et bien voilà. Ouais. J'en profite juste déjà pour dire bonne année, hein, Oui. New Year, New Me, bonjour, merci, c'est moi. Et pour rappeler que si vous connaissez le dead name d'une personne, eh bien en fait non. Oui. Ouais, cela étant dit, je te rends la parole, comment vas-tu ? Ben ça va bien. Écoute, une nouvelle année qui est pleine de promesses pour ma part. J'ai absolument rien pour le baquer, j'ai absolument rien qui l'indique, mais je suis persuadé que 2025 sera pour moi meilleur que 2024. Et je sais pas si ça dit plus sur mon optimisme sur ce 2025 ou sur l'année 2024 que j'ai vécue. Alors, c'est rigolo que tu dises ça parce que Vivi Féasson, dont nous parlions dans l'épisode sur, bien sûr, De Billet d'acier et Libreté, Libreté, bien oui. sûr, a fait un post sur Facebook il y a pas longtemps qui disait plus ou moins ça. Attends, j'essaie de le retrouver. Elle disait, pardon, d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter à tous une année 2025 meilleure que ce qu'on pourrait attendre au vu de 2024. Et elle rajoute, oui, je reste une personne qui aime la précision ou, comme disait une amie, qui pinaille. Effectivement, c'est drôle. On est en accord. C'est voilà. De toute façon, c'est parce que les personnes qui sont de près ou de loin, qui touchent de près ou de loin au PBTA sont tous reliés d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça. Voilà. Oui, ouais, c'est une seule entité en fait, C'est ça. avec plusieurs visages, mais il n'y a un seul esprit de ruche derrière, naturellement. Blague à part, j'ai une question pour toi. Oui, je t'écoute. J'aurai probablement une réponse. J'espère. Si tu pouvais communiquer avec l'un de tes personnages, ça serait qui et pourquoi ? Eh bien, écoute, j'ai pas mis longtemps à trouver la réponse à ta question, contrairement à ce que ce cut sauvage a laissé présager, puisque, en fait, c'est très simple, je dirais à Lila Stars, qui était mon premier personnage de GURPS, de « Non, Lila, n'attaque pas le démon, ne fais pas confiance au mage, il pourrait te sauver, mais il ne va pas le faire. » Petite dédicace au chat qui, s'il entend ça, se flagellera encore une nouvelle fois parce qu'il s'en veut toujours autant d'avoir laissé mon personnage mourir alors qu'il avait possibilité de le sauver. J'avais tous mes points de vie. Comment pouvait-on se douter que le démon allait me one-shot ? Eh bien, voilà. Tant pis. Et toi, je te retourne la question parce que tu sais que je suis taquine. Je suis comme ça. Ah, moi, la question, pourtant c'est la mienne, hein, j'aurais dû voir venir, mais la question est tellement difficile à répondre. J'ai tellement d'attaches avec la plupart de mes personnages, c'est assez compliqué. Évidemment, le personnage qui me vient en tête, c'est Echo, la technomancienne que je joue. Je jouais, moi, fin de saison 2, donc je vais le dire au présent, hein, que je joue sur Shadowrun.
Mais il y a un biais de récence qui est assez fort. Alors, ça reste, je pense, l'un des personnages qui m'a le plus marqué, donc j'ai beaucoup d'attaches avec elle. Vraiment, il y a des parallèles qui se font sur plein de sujets entre son histoire et la mienne. Mhm. Mais il y a un biais de récence qui est plutôt flagrant. Après, une autre raison pour laquelle j'aimerais bien discuter avec elle, c'est qu'en plus, c'est quelqu'un de particulièrement brillante. Donc, du coup, je suis sur la discussion serait très intéressante, mais voilà. Mais en vrai, techniquement, j'aimerais bien communiquer avec tous et c'est aussi pour ça que le jeu dont on va parler m'a beaucoup parlé justement, voilà. Eh ben, je suis très impatiente d'écouter ce que tu as à dire sur ce jeu que je ne connais absolument pas. Enfin, je connais le nom, puisqu'on a décidé, alors je le dis quand même, on a décidé de se donner le nom des jeux, en s'interdisant bien sûr de les chercher et d'avoir plus d'informations dessus. On a décidé d'éviter les doublons, mais on en reparlera dans quelques épisodes, je crois. Tout à fait. Ouais, non, aujourd'hui, pour le coup, alors c'est une première fois, sûrement pas la dernière, mais pour la première fois, on va reparler d'un jeu qui était déjà chroniqué, ou plus exactement, on va parler d'un hack d'un jeu déjà chroniqué. Mhm. Et pas n'importe quel hack, vu que le hack en question a été écrit par l'auteur du jeu d'origine. J'ai réussi incroyablement à trouver une référence culturelle Oh. qui m'est sortie du fin fond de ma mémoire. Un film médiocre et assez oubliable, qu'on se le dise, mais j'étais très contente d'y avoir pensé. Un film qui s'appelle Zoom de Petro Morelli. Jamais entendu parler. Un film qui était oubliable, qui a été oublié. Je n'arrivais même pas à me souvenir de son nom. J'ai dû exhumer mon ancien compte Sens Critique pour le retrouver, parce que je me souviens qu'à l'époque, je faisais une critique même courte de tous les films que je voyais. Ah ouais, d'accord. Zoom, pour situer, c'est 3 histoires en une. D'abord, on a l'histoire d'une employée dans une usine de prothèses mammaires qui est dessinatrice de BD dans son temps libre. Et il se trouve que la BD qu'elle écrit, c'est l'histoire d'un réalisateur de films. Je vais la faire rapidement. Mhm. D'un réalisateur de films, en l'occurrence, et qui a quelques problèmes interpersonnels. Il a ses propres problèmes aussi. Par rapport au film, il a sa vie personnelle. Son film raconte l'histoire d'une top modèle brésilienne, je crois. Bon, peu importe, d'une top modèle qui veut se lancer dans l'écriture, donc pour écrire un roman. Ouais. Et le roman de cette top modèle, c'est l'histoire d'une employée d'une prothèse D'une usine de prothèses mammaires, qui est et ça boucle. Ah, excellent. La prémisse de base est super. Oui, j'imagine qu'au niveau exécution, c'est moi ça. L'exécution, c'est plus compliqué. J'étais contente de m'être souvenu. Ok, alors moi ouais, non, vas-y, si t'en as d'autres, vas-y, parce que moi j'avais une idée aussi, mais tu vas peut-être la citer du coup. C'est la seule vraie référence, on va dire. Après réflexion, il y a une saga qui me vient en tête, mais c'est vraiment une partie infime. La Tour sombre de Stephen King. Oui. Il y a un élément qui peut rappeler le jeu dont on va parler, mais c'est vraiment parce qu'il fallait trouver autre chose. Et puis d'un point de vue j'allais dire private joke, mais en l'occurrence private ref, en l'occurrence, vu que c'est une manière que j'ai de traiter mon propre me jetage, techniquement, toutes mes campagnes de jeux de rôle, quand c'est moi qui me jette, marchent bien avec ce rapport-là aussi. Alors, moi pareil, d'un côté très décalé, très partiel en tout cas de l'idée que je me fais du jeu, parce que c'est compliqué, je sais pas exactement de quoi parle le jeu, donc voilà. Mais je me demande si on pourrait pas tirer quelques parallèles avec Last Action Hero, l'histoire d'un jeune garçon qui va faire en sorte que son héros de film de cinéma, donc ce n'est pas l'auteur de ce personnage-là, donc c'est pour ça qu'on n'est pas là-dedans, mais en fait va sortir de l'écran et arriver dans le monde réel. Oui, bah, en dérivant, on peut avoir un peu de ça. Ouais. Ouais. Et en vrai, on pourrait faire une partie de comme ça. Parce que, bon, on va voir quand on détaillera le jeu. Effectivement, à la base, on parle plus de rapport auteur-personnage, mais techniquement, quand on est fan d'une œuvre, on devient toutes et tous les auteurs d'une version alternative et personnelle des personnages en question. Oui. Puis n'oublions pas le commandement de tous les PBTA, soyez fans des personnages. Tout à fait. D'ailleurs, on notera que... Ah oui, j'ai pas encore dit le nom, donc je vais pas encore... On va en revenir juste après. Okay. Bon, vas-y, déroule. Bonjour,
c'est alors pas la liste du banc de montage, vu que c'est toujours Célène qui monte, mais la liste d'après enregistrement en tout cas. J'ai un petit addendum à faire. Disons que je n'ai pas pensé à l'écriture à 2 références culturelles qui sont pourtant assez évidentes. C'est pas la première fois que ça arrive et d'habitude, souvent je laisse couler. Je me dis: «Bon tant pis, j'y ai pas pensé, c'est pas grave». C'était déjà le cas pour Mask où j'avais oublié Spider-Man Into the Spider-Verse. Mais là, je ne pouvais pas ne pas faire cette petite intervention anachronique parce que déjà là pour cet épisode j'avais pas beaucoup de références culturelles de base, donc ça aurait été dommage de se priver, et puis surtout parce que les 2 références que j'ai oubliées sont juste parfaites pour ce jeu, donc ça aurait été dommage. Ceux qui sont sur le Discord les ont déjà découvertes, vu que je rappelle que sur le Discord, enfin je rappelle ou j'informe que sur le Discord, certains éléments comme les références culturelles sont postés un petit peu en avance pour pouvoir permettre aux gens qui sont de deviner à l'avance le nom du jeu. Ces 2 références sont des jeux vidéo. La première, c'est Stanley Parable, qui fonctionnerait assez bien dans le cadre du jeu de ce mois-ci. Encore qu'il y ait légère adaptation à faire, notamment parce que, alors vous le découvrirez dans la suite de l'épisode quand on parlera du jeu, mais The Stanley Parable a le problème de n'avoir que 2 entités, pour savoir Stanley et le narrateur, mais ça se fait, ça fonctionne quand même très bien. Et la deuxième référence culturelle qui, elle, pour le coup, fonctionne à merveille, je suis outré de ne pas y avoir pensé, surtout que j'y rejoue en ce moment, c'est Slay the Princess. Un super jeu d'ailleurs d'horreur psychologique, point d'interrogation. Il est caractérisé comme tel, après ça fonctionne pas mal. C'est aussi une super histoire philosophique et surtout c'est une histoire d'amour. À jouer à ce jeu, franchement sympa. Un jeu narratif à choix, vous ne perdrez pas votre temps. Et ce jeu, donc Slay the Princess, fonctionne très bien dans le cadre du jeu de ce mois-ci. Ceux qui ont joué et qui sont allés jusqu'au bout, vous allez vite comprendre quand je vais commencer à parler du jeu, pourquoi je trouve que les 2 vont bien ensemble. Et voilà, bon épisode à vous. Et je redonne la main à la moi du passé. Du coup, donc ce jeu, c'est Death of the Author de Sam Leight, qui est donc un hack d'Anamnesis. D'ailleurs, de base, cet épisode était prévu pour mars, donc pour les 1 an de l'épisode sur Anamnesis. Ah oui. Mais mes expériences personnelles de jeu de rôle m'ont un peu poussé à parler d'OTA, si on prend l'acronyme. Oula, attention, terrain glissant. S'il y a des gamers dans notre auditoire, là, ça va très mal se passer. Ce que je ne vais pas faire du coup. Alors oui, par rapport à ce que j'allais dire avant, Death of the Author, donc, on rappelle ou on informe que, à la base, Death of the Author, la mort de l'auteur, en français, c'est le nom d'un écrit, d'un petit essai littéraire écrit par Laurent Barthes, qui est assez court et que je conseille à lire tout à chacun d'ailleurs, facilement trouvable, sur le fait que une fois qu'une œuvre est écrite, l'auteur n'a plus d'impact dessus et elle devient la possession de son auditoire en gros. Oui. Version très résumée bien sûr. Non mais c'est un bon résumé, je pense. Donc du coup c'est pour ça, par rapport à ce qu'on disait juste avant, une fois qu'on est fan d'une œuvre, on devient un peu les auteurs secondaires de la vision qu'on a des personnages. En bien comme en mal. Ouh là oui. Coucou la communauté Star Wars. Coucou The Punisher. Ah oui, ça aussi, oui. On est bien d'accord. Ouais. Et coucou aussi, bien sûr, à Cédric Jiménez, le réalisateur de Bac Nord, par exemple. Ouais. Oui. Qui défend Mordicus, que les gens n'ont pas compris son film, que ce n'est pas une éloge de l'extrême droite et que ça ne déroule pas le tapis rouge au RN. Fort heureusement, les choses fonctionnent aussi dans l'autre sens. Parfois, il y a des réappropriations très heureuses de quelque chose qui l'est de moins en moins. Genre, toutes les potentielles reprises assez queer de l'univers de cette terre en puissance qu'est J.K. Rowling. sont toujours plaisantes à voir. Ouais, moi, honnêtement, je ne sais plus de qui tu parles. Voilà. Je suis... Maintenant, c'est terminé. Je suis dans le déni. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Je comprends. Mais moi, je suis obligé... J'ai jamais fini de le lire, mais je reste toujours rattaché à ce souvenir, histoire de pouvoir me souvenir qu'il existe sur AOE, évidemment, parce que toutes les fanfictions sont sur AOE. Cette fanfiction plus longue que l'intégralité, une réécriture entière de la saga d'Harry Potter, plus longue même que les livres de base, où le personnage d'Harry est trans et aveugle et a été adopté par la famille d'Hermione avant les débuts des romans. Et franchement, formidable. Le peu que j'en ai lu, formidable. Bref. Attends, tu devrais citer le nom. Oui, Kaleidoscopic Grandeurs. Ce sera dans les liens de l'épisode, de toute façon. Tout à fait. Je mettrai une description de la mauvaise foi en disant, je ne sais pas de quoi c'est la fanfiction, mais Alice a dit que c'était une fanfiction, donc voilà.
Pour revenir à Death of the Author, comme pour Anamnesis, vous aurez besoin pour jouer à ça d'un deck de tarot et de quoi enregistrer l'histoire, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Une partie dure entre 2 et 4 heures et bien sûr, aucune connaissance préalable du tarot n'est nécessaire pour jouer. On notera, j'en parlerai un peu à la fin de la description, qu'on peut, contrairement à Anamnesis, on peut jouer à ce jeu à 2. D'accord. Le fait que ce soit un jeu solo, mais on en parlera un peu après. Avant d'entrer dans le détail, on rappelle dès maintenant la base de sécurité émotionnelle. Si vous ne voulez pas exécuter une entrée, donc un prompt, vous piochez une autre carte, c'est pas un souci. Si le jeu devient trop lourd pour vous, prenez une pause, aérez-vous et surtout, ne vous forcez jamais à y revenir. Ne pas finir une partie, c'est pas grave. Ne pas finir, c'est jamais grave, de toute façon. Mais bon, tout ça, de toute façon, on aura le loisir d'approfondir tout ce qui est sécurité émotionnelle quand on reparlera du bleed, car oui, la tangente est prévue. Plus que prévu, tu l'as même déjà pas mal amorcé dans tout ce que tu as dit jusque-là. Dans le teaser. Dans le teaser, oui, d'accord, mais aussi dans ta mise en bouche, dans la réponse à ta question. Bon, enfin voilà. Déjà, en même temps, quel est le propos de Death of the Author, bien sûr. Death of the Author, c'est un jeu où on va interpréter un personnage qui a conscience d'être un personnage et qui a conscience de son auteur et qui va pouvoir interagir, qui va pouvoir faire des changements dans sa propre histoire. Il y a une sorte de lutte de pouvoir entre le personnage et l'auteur. Intéressant. La préparation à la base est la même qu'Anamnesis. Vous triez votre deck en 5 paquets, un pour les arcanes majeures et un pour chaque enseigne. Ou si, comme moi, vous n'aimez pas trier votre deck, vous ne les trierez pas, mais vous allez juste piocher beaucoup de cartes. À chaque fois, vous piocherez jusqu'à avoir ce qu'il faut. Mais contrairement à Anamnesis, ce coup-ci, il est important qu'il y ait des cartes qui soient à l'endroit et d'autres à l'envers. Et si vous utilisez, par exemple, un générateur de cartes en ligne, si vous n'avez pas de deck et que vous faites un générateur en ligne, vous pourrez tirer à pile ou face pour savoir dans quel sens si elles sont à l'endroit ou à l'envers, par exemple. C'est suggéré par le manuel, ça, ou c'est ton expérience? Ni l'un ni l'autre. C'est parce que c'est pas mon expérience, donc je n'ai pas fait comme ça. Mais c'est mon expertise, on va dire. C'est un très bon conseil, je trouve. Donc c'est pour ça que je posais la question, pour pouvoir te jeter des fleurs, parce que je me doutais que c'était pas écrit dans le manuel. Je sais pas pourquoi, une intuition. Après, en même temps, les manuels des livres de Sam Lake sont assez petits pour le coup, en forcé de mettre. Oui, mais ça prend 2 lignes. C'est assez expéditif. Enfin, c'est pas le terme que je cherchais. Ils sont très épurés, quoi. Ils sont très. Ouais. Une fois que ça s'est fait, maintenant, c'est le moment de créer du coup le personnage. On va interpréter, ou plutôt les personnages. En effet, il y a 3 personnages qui doivent être caractérisés en début de partie, à savoir toi, donc le personnage, ton ami et ton ennemi, qui vont du coup pouvoir être utilisés dans les différentes entrées tout au long des tirages. Pour cela, on pioche 3 arcanes majeures, un pour soi, un pour l'ami, un pour l'ennemi, tout simplement. Sachant que ces rôles ne sont pas gravés dans le marbre, un ami peut devenir antagoniste et inversement. C'est leur posture de base, mais les différentes entrées peuvent amener à des changements de la narration, évidemment. Bien sûr. Ces 3 arcanes doivent toujours rester en vue tout au long de la partie, histoire de les avoir bien en tête tout du long et de les incorporer dans le narratif, bien sûr. À la fois, je trouve que c'est cool, et en même temps, je me dis c'est dommage qu'on puisse pas les tirer. Oui, c'est exactement la réflexion que je me suis faite. Pas quand j'ai joué, étonnamment, mais quand j'ai commencé à écrire l'épisode, c'est exactement à ce moment-là la réflexion que je me suis faite en écrivant ces lignes. C'est comme pour Anamnesis, parce qu'Anamnesis, pareil, on a un arcane qui nous représente et on la garde en vue, on ne la remet pas dans le deck tout au long de la partie. Ça, c'est pas dérangeant, je trouve. Mais le fait qu'il y ait d'autres personnages qui pourraient intervenir dans le récit plus librement que par les prompts que vont révéler tes cartes, tu vois, je trouve que c'est, je sais pas, tu vois, que de pouvoir teinter tout un acte par la présence, ou seulement un prompt, mais encore la présence soit de l'ami, soit de l'ennemi, ce serait intéressant. Ça pourrait, effectivement. Ensuite, une fois que ça s'est fait, on tire un arcane majeur et on écrit en conséquence un message que l'auteur laisse à son personnage. Avant que ça commence, l'auteur va laisser un message à son personnage, caractérisé par cet arcane. Ce message peut être conscient ou non, et différent en termes de format. Attends, excuse-moi, je suis désolé. Je suis un petit peu fatigué, donc j'ai besoin d'éclaircir. Donc ce message peut être conscient ou non et différent sur les personnages, bien sûr. Alors,
moi, pas si bien sûr que ça, là, comme ça. C'est-à-dire que avant de commencer la partie, tu tires une arcane, et en tant qu'auteur, tu vas laisser un message au personnage, mais qui n'en a peut-être pas conscience, et dans un format... Non, c'est l'auteur, pour le coup, qui n'a pas forcément conscience Ok, de laisser un message. D'accord, ok, voilà. Oui, bah déjà, j'ai bien fait de poser la question. Ouais, non, tu fais bien. Parce que c'est le message qui va... Si là, tu n'avais pas posé de question, la phrase d'après t'aurais fait poser une question par rapport à ce quand tu es parti. Parce que justement, ce message, c'est la première impression du personnage de son auteur. Donc, nécessairement, il doit en avoir conscience. Ouais, ok. Et c'est un élément, d'ailleurs, pour anecdote, que j'ai totalement oublié de faire pour ma première partie, d'ailleurs. Ah bah bravo. J'ai totalement squeezé. Voilà. J'ai totalement oublié. C'est en écrivant l'épisode, je me dis, ah mais merde, je vais oublier de faire ça. Donc. Mais en soi, ça n'aurait que décalé, par exemple, pour la partie que j'ai faite, ça n'aurait que décalé certains éléments en amont. Et oui, pour ce qui est des divers formats, c'est le bon moment aussi pour préciser, toute l'ambiance globale, l'ambiance graphique du jeu, le vocabulaire, l'idée globale d'ailleurs de cette opposition entre les personnages, il y a beaucoup de choses qui amènent à penser de base à un auteur de roman face à donc un personnage de roman. Mais c'est pas forcément une nécessité, ça peut être n'importe quelle fiction, ça peut être un personnage de série, de film, de bande dessinée ou même de jeux vidéo, de campagne de JDR d'ailleurs. Non, absolu. Juste puisqu'on parle de jeux vidéo vite fait, j'y pensais dans les références culturelles, mais là du coup ça me semble flagrant que Alan Wake, en tout cas le 1, j'ai pas joué au 2, et Alan Wake me semble aussi être partiellement une référence culturelle intéressante puisque le personnage qui est un auteur de roman devient plus ou moins le personnage de son livre. En fait, il est rentré dans une espèce de transe chelou et il a écrit tout ce qu'allait se passer, mais il s'en rappelle pas. Et donc tu vas trouver des morceaux de texte qui racontent ce qui se passe. Ah, intéressant. Au fur et à mesure que les choses arrivent. Et donc il est à la fois auteur et personnage. Ah ouais, non mais c'est très intéressant comme déjà très intéressant comme prémisse de base bien sûr, mais puis dans ce contexte-là, c'est effectivement il y a quelque chose. Peut-être, mais moi je voulais pas dire de conneries. Comme je savais pas de quoi le jeu parlait, déjà je me suis dit Last Action Hero c'est peut-être une énorme connerie, donc je vais garder ça pour moi, mais je pensais à Alan Wake. Ouais. En tout cas le 1, encore une fois je n'ai pas joué au 2. Je sais pas dans quelle mesure c'est pertinent pour le 2. On me corrigera, parce que tout le monde me dira mais enfin Célène c'est n'importe quoi, tu n'as pas joué à Alan Wake 2, c'est le meilleur jeu du monde. Et je dirais non, je n'y ai pas joué. Voilà. Mais justement, vous savez, vous voulez me dire ça, vous voulez m'insulter parce que je n'ai pas joué à Alan Wake 2, venez sur le Discord. On a un Discord, il est dans la description de l'épisode. Puis si vous n'aimez pas Discord, on a d'autres réseaux sociaux, ils sont aussi dans la description de l'épisode, dans le bento. Oui, viendez. Une fois que ça s'est fait, l'histoire commence dans son entièreté. La structure globale, enfin la partie commence surtout. L'histoire techniquement elle était déjà présente, mais la partie commence. La structure globale est foncièrement la même qu'Anamnesis. Il y a 5 chapitres. 4 pour les enseignes, donc un par enseigne, séparés en 3 scènes, et puis après un épilogue, un 5e chapitre qui est donc un épilogue. Okay. Mais l'exécution, elle, a un peu plus de complexité. À chaque chapitre, on tire 3 arcades mineures de l'enseigne correspondante, une par scène, ça jusqu'à présent pas de nouveauté. Chaque arcade mineure est rattachée à une entrée, mais là où il y a une nouveauté, c'est qu'il y aura un élément qui sera différent dépendant de si l'arcane est à l'endroit ou à l'envers. Par exemple, il y a un des arcanes, à l'endroit, il va donner « Après avoir été trahi, tu te trouves incapable de faire confiance à autrui ». Alors que à l'envers, ça va être « Après avoir été trahi, tu te trouves accusé à tort ». C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est la même et puis coupe la phrase, il y a un élément qui est changé. Cet élément, visuellement, sur le manuel, il est souligné. D'accord. Je dis ça parce que plus tard, il est possible que je fasse référence à l'élément souligné, ce sera le plus simple pour caractériser ça. C'est l'élément qui peut changer, quoi. D'accord, oui. Parce que oui, du coup, ces éléments-là, c'est ce que le personnage va pouvoir changer. Pour changer, le personnage a accès à 2 outils, l'inversion et le défi. L'inversion permet de retourner la carte, donc prendre l'autre partie. L'autre truc souligné, quoi, ok. Voilà. Et le défi permet de totalement remplacer la partie soulignée par autre chose, par une entrée totalement libre. Tant que la phrase veut dire quelque chose. Ça doit consommer des ressources, tu peux pas faire ça à l'infini quand même, si? Oui, justement. J'allais venir. Je sais, je te tends des perches comme ça. Mais justement, avant ça, du coup, j'ai un exemple pour le défi, parce que là, du coup, avec ce que je donne avant, l'inversion, on voit très bien un exemple dans tel. Un exemple pour le défi qui du coup était dans ma première partie. Durant l'une des scènes, j'avais le prompt. Tu apprends que ton ami, alors sachant que dans la partie que j'ai faite, l'ami du personnage était surtout son épouse, plus qu'une amie. Donc, tu apprends que ton ami a été kidnappé. Encore? Pardon. J'ai hésité à le changer, du coup. J'ai changé quand même. Kidnappé étant l'élément souligné. Et du coup, j'ai utilisé le défi pour changer kidnappé en attend des jumeaux.
Alors là, je sais pas si la phrase marche bien parce que du coup, je l'ai laissé pour les prompts, je les ai laissés en anglais. Oui. Donc, la structure de phrase, du coup, voilà. Et du coup, là, j'ai remplacé et ça a donné tu apprends que ton ami attend des jumeaux. Ok. Il change totalement tout. C'est le plus puissant des deux, clairement, le défi, bien sûr. Et d'ailleurs, qu'on se le dise, utiliser le défi de manière efficace, c'est très satisfaisant. À l'exécution, c'est très, très satisfaisant de se dire ah, non, de retrouver une phrase qui fonctionne et voilà, qui part dans une autre direction. Chacun de ces 2 outils ne peut être utilisé qu'une fois par chapitre. Ok. Donc, il y a un côté un petit peu stratégique à leur utilisation. Oui. Il y a 3 scènes par. Non, mais c'est bien fait parce que oui, il y a 3 scènes. Donc il y en a une, tu vas avoir un compte. Enfin, il y en a une où tu n'auras pas de contrôle. Il y en a une où tu as potentiellement un contrôle mineur. Il y en a une où tu as un contrôle majeur. Donc c'est plutôt cool. Et ce qui est bien, c'est que c'est par chapitre, du coup, donc par paquet de trucs. Ce qui fait que tu es quand même encouragé à les utiliser. Oui, parce que ça se transmet pas d'un chapitre à l'autre, bien sûr. Voilà, c'est ça. Parce que si t'avais que, tu peux l'utiliser 4 fois chacun dans la partie, ou je dis n'importe quoi, peut-être 6 fois l'inversion et 3 fois j'ai plus le terme déjà, je suis désolé, je suis fatigué, hein, encore une fois. Je réfléchis au concept, Le j'ai défi. pas le défi, voilà. Alors tu peux utiliser 6 fois l'inversion et 3 fois le défi, tu vas jamais utiliser tes défis, en fait. Sachant que de toute façon, pour ce qui est des termes, c'est moi qui les ai traduits. Le jeu, d'ailleurs, le jeu, à ce jour, n'existe pas en version française. Hein. Oui, mais Anamnesis non plus. D'ailleurs, on parle d'Anamnesis depuis tout à l'heure. Allez voir notre épisode sur Anamnesis. Un des épisodes les moins vus sur YouTube, donc allez-y. Donc allez-y. L'un de mes épisodes préférés. Je suis toute triste d'ailleurs que ce soit l'un des moins vus, donc allez-y. Et juste après, vous irez voir It's the Rage, ça me fera plaisir à moi. Oui, voilà. Sachant que quand on utilise ces outils, l'auteur remarque la discrétion de son personnage. Excellent. Et donc, du coup, quand on utilise l'un de ces outils, on pioche aussi un arcane majeur qui symbolise la réaction de l'auteur à ces transgressions. Qui, donc, pareil, peut inspirer et pourrait être mis dans le texte avec le reste. J'aime beaucoup l'idée. Quand on aura fini l'enregistrement, je te partagerai ma partie et je la mettrai sur. Je ne l'ai pas fait pour Amnesis, il faudrait que je le fasse. Ah oui. Je le ferai aussi pour Amnesis. Et puis, je mettrai sur le Discord aussi ma première partie de Death of the Author. Carrément. Malgré le fait qu'il manque un élément. Oui, c'est pas grave, on fera avec. Ça fera un exemple quand même. Moi, j'avais mis Alors, sur le Discord, il y a ma partie d'Anamnesis, par contre. Oui, c'est vrai. Une fois qu'on a fait les 3 scènes, à la fin de chaque chapitre, on tire un arcane majeur qui représente un message que l'auteur laisse au personnage. Une fois encore, consciemment ou non. Sachant que chaque chapitre a une question sur le manuel qui permet de diriger un peu ce message. Personnellement, je ne me suis pas trop servi. C'est vraiment une direction pour essayer de varier un petit peu la sauce, mais j'avais déjà d'autres idées en l'occurrence. Mais voilà, à chaque fois, il y a une petite question pareil qui peut diriger un questionnement. Quel genre de message est laissé. Après, c'est surtout l'arcane qui influence, bien sûr. Mais voilà. Par exemple, sur le premier chapitre, la question qui est mise pour inspirer là-dessus, c'est quelle partie d'elle-même l'auteur te montre. Oui. C'est pas forcément une question en tant que telle qui va être répondue par le message, mais ça peut diriger un peu le message en question, s'il y a besoin d'inspiration. C'est cool. De toute façon, c'est ça que j'aime beaucoup avec les jeux de Sam, avec les 2 que j'ai lus, Diel, en tous les cas jusqu'à présent, savoir Anamnesis et Death of the Author, c'est que c'est beaucoup des jeux d'inspiration, tu as toujours plusieurs outils pour t'inspirer. Oui, moi, c'est un reproche que j'ai à faire à quelques jeux de rôle solo, c'est que des fois, c'est vraiment, t'as des trucs, c'est bon, voilà, t'as compris ce que tu dois faire, démerde-toi. Je pense notamment à Mélodie pour un meurtre, qui est un jeu qui a l'air extraordinaire, mais je sais que je n'y jouerai, je finirai jamais une partie de Mélodie pour un meurtre, parce que c'est vraiment trop austère. Même le mode de jeu parce qu'il y a plusieurs modes de jeu, même le mode de jeu qui te propose le plus de détailler les choses, tu fais, mais je sais pas quoi écrire, en fait, c'est chaud. Que là, oui, bon, moi, je dis bien sûr, je n'ai pas joué à Death of the Author, mais dans Anamnesis, je me suis jamais senti laissé à moi-même ou quoi que ce soit. J'étais toujours dans trop de bonnes mains, quoi. Ouais, dès le moment où tu te sers d'un deck de tarot pour t'inspirer, tu peux t'inspirer de la signification du tarot quand tu la connais, que tu la cherches. Tu peux t'inspirer de l'image qu'il y a selon le tarot que tu as. Ouais. Déjà, c'est vaste. Puis alors là, effectivement, dans Death of the Author, encore plus que pour Anamnesis, potentiellement, tu tires plein de cartes. De toute façon, sortir plein. Tu tires un arcane mineur pour chaque scène. Si en plus tu utilises un outil, tu tires aussi un majeur. Tu en as à la fin de chapitre aussi, tu tires plein de choses. Donc, de l'inspiration, tu en as. Tu as aussi évidemment les arcanes qui représentent les personnages. Oui, et puis de base, tu t'inspires, alors a priori d'un de tes personnages, mais voilà, donc tu as déjà un univers qui est déjà posé, qui est déjà ancré, que ce soit un de tes personnages ou un autre personnage qui n'est pas de toi, voilà.
Qu'on se le dise, on va en parler à la fin pour le coup, ça va me permettre derrière de lancer la tangente. L'utilisation de base de Death of the Author, enfin le concept de base, tu crées un personnage pour la partie, qu'on se le dise. D'accord, ok. C'est un peu une règle alternative, on va dire, enfin plutôt une idée supplémentaire de prendre que du préexistant. Ok, On en parlera après, mais justement c'est pour ça que tu pioches un arcane majeur pour symboliser le personnage, Oui. parce que tu le crées pour Oui, l'occasion. oui, j'entends, oui. Pour finir après, le chapitre 5 est la résolution, c'est la confrontation. On fait beaucoup d'introspection par rapport au personnage, à l'ami, à l'ennemi, à chaque chapitre et à ce que chacun de ces éléments dit sur l'auteur. C'est-à-dire qu'il y a toujours une question pour chacun de ces éléments-là, donc personnage, ami, ennemi et chacun des chapitres. Et puis après, on a donc à chaque fois, il y a une question sur qu'est-ce que ça représente pour l'auteur. Et puis ensuite, on a la question qu'est-ce que l'histoire dans son ensemble représente pour l'auteur. Une fois que cette introspection est faite, on met le deck d'arcane majeur au loin. On ne s'en sert plus vu que l'auteur ne peut plus s'en servir maintenant. Il n'a plus d'impact. D'accord. Donc du coup, on pousse le deck d'arcane majeur et on a le personnage qui est donc face à l'auteur. Il y a là 4 phrases qui sont marquées dans le manuel, sachant qu'on a un défi. On n'a plus d'inversion parce que ça n'aurait pas de sens. Et sur les 4 phrases, il y en a 2 qui sont soulignées. Ok. Les phrases non soulignées, donc qui arrivent quoi qu'il advienne, c'est tu rencontres ton notaire et Yel n'ont plus le contrôle. Oui. Et les 2 qui sont soulignées, donc du coup, il y en a une qui aura nécessairement lieu et l'autre qu'on peut changer. Oui. C'est tu dis ce que tu as à dire. Enfin, en anglais, c'est you say your piece. C'est un petit peu plus vénère que tu dis ce que tu as à dire, mais tu vides ton sac, quoi. Et la deuxième, c'est tu agis sans merci. Sans pitié plutôt, mais oui. Sans pitié. Oui, j'ai vu, du coup, je crois que c'était Sam Lake qui avait fait une partie en exemple, ou alors c'était quelqu'un d'autre. Mais j'avais vu une partie d'exemple où effectivement, à la fin, le personnage tue l'auteur Ah oui. physiquement. D'accord, ouais. C'est un côté un peu X, pour ceux qui connaissent ce jeu. Alors X, c'est un jeu vidéo j'ai oublié le nom du développeur, mais c'est le développeur de Pony Island et Encryption. Ah oui, le fameux, oui, tout Voilà. à fait. Donc X, qui est un autre de ces jeux qui est très bien aussi, qui a cette vibe-là, notamment sur cet aspect-là, vu que c'est un jeu qui se passe aux confins du jeu vidéo. C'est plein de personnages de jeux vidéo en retraite, un petit peu perdus, qui sont dans une cabane perdue au fin fond de cet univers qu'on ne comprend pas trop. Et bon, c'est un jeu à mystère, donc pas en dire trop, mais voilà, c'est des personnages qui ont cette conscience. Donc je suis allé chercher, c'est Daniel Mullins Games. Daniel Mullins, voilà. Et nous, c'est des personnages de jeux vidéo qui ont conscience d'être des personnages de jeux vidéo, quoi. Pour ça me fait penser un petit peu à ça, dans cet aspect-là. Non, bah oui, effectivement. Et donc voilà, c'est fini pour le jeu. Ouais. Mais comme vous pouvez le voir à la durée de l'épisode, on n'a pas tout à fait terminé. Notamment parce qu'il y a des façons alternatives de jouer à Death of the Author. Bon, déjà, plus qu'une version alternative, c'est une petite note de l'auteur. Bien que Death of the Author place le personnage et l'auteur en opposition, c'est pas la seule route qui est possible. On peut très bien créer des relationnels différents tout en jouant au jeu-là. Il peut avoir des dynamiques qui sont très différentes. Il peut avoir moins d'opposition. Ou alors, ça peut être unilatéral. Par exemple, on peut avoir l'auteur qui a beaucoup d'affection pour le personnage, mais le personnage déteste son auteur. Ou au contraire, le personnage révère l'auteur comme une déité, alors que l'auteur voit son personnage comme un simple objet. Tu vois, un simple outil. Je suis désolé, mais du coup, je viens de penser à une autre œuvre culturelle, There is no game. Je pense que ça se pose pas mal. Oui, tout à fait. Mais comment j'ai fait pour ne pas penser à There is no game? Ah, parce que là, pour moi, c'était flagrant, là. Non, mais en vrai, moi, d'un point de vue personnel, d'un point de vue association d'idées, dès le moment où, il y a quelques secondes, j'ai évoqué X, j'aurais dû penser tout de suite à There is no game parce que j'ai fait beaucoup de rapprochements entre les deux en plus. Bien que ce soit des jeux très différents, n'allez pas pour l'un, ne prenez pas l'un pour l'autre, c'est des jeux très différents, mais moi, j'ai des connexions. Effectivement, There is no game fonctionne bien là-dessus. Oui, tout à fait. J'ai une chanson en tête, j'ai envie de chialer maintenant. J'en ai 2 en tête en même temps. Pas évident. J'ai envie d'éclater de rire, l'autre j'ai envie de chialer aussi. Mais voilà, du coup, c'est le rationnel peut être différent. Sinon, effectivement, il y a la version de Jouex. Donc, dans la version de Jouex, en l'occurrence, il y a une personne qui va jouer le personnage et une personne qui va jouer l'auteur. D'accord. Pour le coup, c'est l'auteur qui tire, ou choisit d'ailleurs, les arcanes majeures pour les personnages, amis, ennemis. Ouais, ok, ouais.
et la personne qui joue le personnage change un détail sur chacune de ces caractéristiques. Pas mal, ouais. Ça a l'air très intéressant comme mode de jouer. Ça. Pareil, pour ce qui est des messages de l'auteur, donc l'auteur tire un arcane ou pas, majeur toujours, pour caractériser son message, et après le personnage choisit si elle peut ou si elle est ou pas en capacité de répondre. Ok. Il y a beaucoup plus d'interactions comme ça. Ouais, puis j'imagine qu'à chaque fois, l'auteur choisit l'arcane qu'il donne à la fin de chaque acte aussi, ce genre de choses, quoi. C'est ça. Voilà, pour les scènes en l'occurrence, donc il y a l'arcane qui est tiré, l'arcane mineur qui est tiré, et donc l'entrée qui est révélée. Le personnage choisit si elle utilise un défi ou une inversion, et une fois que c'est choisi, que c'est fait, et que le défi éventuellement est précisé, qu'est-ce qui est remplacé par quoi, l'auteur du coup décrit la scène, enfin écrit la scène, Ok. en incorporant évidemment les changements du personnage. Ça a l'air très cool. À deux, ça a vraiment l'air extraordinaire. En solo, ça a l'air ouf, déjà qu'on soit bien d'accord, l'idée a l'air excellente. Mais alors, le mode de joueur a vraiment été bien pensé. Ouais, franchement, ça a été bien pensé. Pour la taille du livret et le fait que quand même, il y a la moitié du livret, c'est les entrées. Donc en vrai, il n'y a que une moitié qui est sur les règles. Il y a quand même une page entière sur ce mode de joueur. Alors que, attends, je l'ai sous la main parce que je l'ai en physique en plus. Voilà, la partie règles fait 18 pages. Ok. Il y a une page sur ce mode de joueur. Après, une petite variante pour les scènes. À la base, on tire les arcanes mineurs une scène par une scène. Le manuel, enfin ça, là directement, l'auteur propose une alternative. Il est possible aussi de tirer les 3 arcades mineurs d'un coup. D'accord. Ça permet de planifier plus aisément où est-ce que tu veux utiliser tes défis ou pas. C'est pas bête, et puis même tu vois un peu où va le récit, mine de rien, ce qui est cohérent avec le fait qu'on soit plus ou moins en posture d'autoris aussi. Tout à fait. La dernière façon alternative, enfin, si, alternative, c'est mis au même endroit. C'est pour ça que je le passe à cet endroit-là dans l'épisode. De toute façon, alternative de jouer, parce que oui, c'est une façon alternative de jouer, c'est de jouer avec un personnage préexistant. Parce qu'à la base, c'est prévu quand même pour les personnages pré-FM, mais effectivement, et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu, cette idée de pouvoir jouer avec des personnages préexistants. Outre le fait de le dire en soit dans le texte, du coup, le manuel propose aussi du coup une variante de jeu dans ce cas de figure-là, qui est notamment de ne pas tirer d'arcane majeure parce qu'il y a du personnage, de l'ami et de l'ennemi. Oui. Parce que tu connais déjà. Bah oui, tout à fait. Tu peux les caractériser, tu n'as pas besoin de tirer ça. Non, c'est marrant, parce que effectivement, c'est pas du tout le même jeu, du coup. Non, du tout, ça se joue vraiment différemment. Et personnellement, moi qui c'est un peu ce qui m'a pressé à jouer à jeu et à en parler aujourd'hui. Oui. Parce que jouer à Death of the Author avec un perso préexistant, notamment un PJ de jeu de rôle, ça permet d'explorer la relation qu'on porte vis-à-vis de ce personnage. Et pour quelqu'un comme moi qui suis beaucoup dans le bleed, on va y venir, c'est presque thérapeutique, Ouais. pour le coup. Bon, je dis ça, c'est un mot, hein, mais qu'on se le dise. Hein. On rappellera que tout ce qui est thérapeutique ou presque thérapeutique ne remplacera jamais une thérapie en tant que telle, hein, bien sûr. Ne faites pas, si vous avez besoin de thérapie, ne dites pas non, mais je vais faire du jeu de rôle, ça. Non. Alors, j'ai aussi envie de dire que ça dépend du jeu de rôle. Mais c'est comme tout ce qui est ésotérique ou placebo, ça ne remplacera jamais la médecine et la science. Hein, voilà. Oui, c'est un complément. Pourquoi pas. C'est un complément. C'est ça, c'est un complément. D'ailleurs, la plupart des pratiques qui se veulent sérieuses le disent elles-mêmes. Hein. Oui, totalement. C'est des choses qui vont peut-être améliorer votre bien-être, mais ça se pratique en complément de la médecine traditionnelle. Et ça n'a pas au but de la substituer. Et c'est pour ça que j'aime bien le parallèle aussi avec tout ce qui est jeu de rôle et autres, avec tout ce qui est psychologie. Cela dit, comme on peut le lire en lisant Tabletop Roleplay Theory, A Guide for the Clinical Game Master de Megan Connell, le jeu de rôle peut être utilisé par des thérapeutes dans le cadre d'une thérapie avec sa patientèle. Ah oui, mais ça se fait. Est-ce que c'est vraiment du tabletop ? Mais des cas bien spécifiques. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, mais tout à fait. Voilà. C'était pour rebondir sur ma remarque. Voilà. Ça, c'est un outil qui est utilisé. Oui, mais justement, ça a le même nom, mais c'est pas du tout la même pratique. Moi, j'aime bien parler de jeu de rôle ludique pour justement spécifier et parler du tabletop. Ce qui se fait dans le cadre d'une thérapie, c'est du jeu de rôle, ou dans le cadre d'un processus de recrutement, c'est du jeu de rôle aussi, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a rien à voir. C'est dans cette situation, qu'est-ce que vous faites ? D'accord, mais ça s'arrête là. Mais disons que le domaine a inspiré des outils, quoi, c'est ça que je veux dire. Alors c'est le contraire. Ça existe, ça prédate le jeu de rôle ludique, mais le beaucoup. Hein. Oui.
Même les militaires font du jeu de rôle aussi. Oui, Voilà. tout à fait. Et ça prédate, Bien sûr. ça a peut-être 2000 ans, 5000 ans, le jeu de rôle militaire, tu vois, c'est compliqué. À peu près, oui. Ça me fait rire parce que la dernière fois qu'on a parlé, enfin, en tout cas pour anamnésis, on a parlé médical sur le mot anamnésis. Oui, absolument, oui, c'est enfin, vrai. Et donc là, on reparle médical pour le règle d'anamnésis. Dans des contextes très différents, mais ça m'a fait beaucoup rire quand je m'en suis rendu compte. C'est vrai que c'est plutôt marrant. Ouais. Bon, enfin bon, c'est la deuxième fois que j'emploie le mot, enfin troisième fois, je crois que j'emploie le mot bleed. Alors, Ouais, quand je même, crois. pour une fois pour toutes, qu'est-ce que c'est le bleed? Parce que mine de rien, c'est très bien de le caractériser. C'est le moment. C'est vrai. Le bleed, c'est un sentiment où une joueuse va ressentir des émotions proches de celles éprouvées par le personnage qu'elle incarne ou vice-versa. Le bleed peut être recherché par certaines joueuses ou auteurs, ou au contraire évité pour préserver sa sécurité émotionnelle. Il existe deux types de bleed. Le bleed-in. Le bleed-in, c'est l'influence du vécu ou de l'émotion de la joueuse sur sa manière de jouer, sur la fiction. Donc, par exemple, on a passé une journée de merde, on est en colère, et du coup, le personnage va être beaucoup plus agressif. Tout à fait. CF, il y a quelques épisodes, quand la question qu'on a répondu en fin d'épisode, c'était vos pires souvenirs de vos pires séances de jeu de rôle. J'ai évoqué un certain personnage qui est rentré dans le tas alors que c'était pas son caractère parce que deux des joueuses commençaient à me gonfler légèrement. Voilà. C'était totalement du bleed-in. Tout à fait. C'est pas le terme à l'époque, mais c'était totalement du bleed-in. Moi, je le connaissais déjà, je me suis bien gardé de te le dire, tu penses bien. Non, parce que mine de rien, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle vous voulez parler du bleed, c'est que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma pratique de jeu de rôle, mais je connais le terme, je connais j'ai eu conscience même de la notion que depuis très peu de temps en fait. Donc je dis en vrai, ça serait bien de l'expliciter parce que c'est vrai que c'est bien d'en avoir conscience. Ouais. Et donc l'autre version, c'est le bleed out, c'est l'inverse. Le bleed out, c'est l'influence des éléments de la fiction vécue par le personnage sur la joueuse. Et ça peut même survenir après la partie d'ailleurs. Par exemple, la joueuse joue un personnage qui est triste lors de la partie, pour une raison ou pour une autre, et que la joueuse ressent cette tristesse durant la partie, voire après, vraiment de manière sincère. Voilà, c'est du bleed out. Oui, absolument. En fait, voilà, une force plus ou moins élevée. Quand par exemple, si au hasard, alors on va prendre un univers au hasard, imaginons Shadowrun. Ah, Shadowrun, oui, d'accord, je vois pas. Imaginons que vous jouez une elfe, donc une espérance de vie assez élevée, qui a un entourage composé d'absolument n'importe quel autre métatype. Voilà. Elle a épousé une orque, la plupart de ses amis et sa fille adoptive sont des humaines. Au détour d'une grande réflexion, elle a conscience, elle se rend compte qu'elle va survivre à l'intégralité de son entourage par plusieurs centaines d'années. Ça le fait bader. Ça le fait bader, voilà, clairement ça le fait bader. Si le joueur totalement fictif se met à fondre en larmes pendant la partie, ce qui fonctionne pas trop mal vu que le personnage est en larmes, mais voilà, c'est du bleed out. Et du bleed out sévère. Moi, je vais faire juste une petite précision théorique en tant qu'auditrice de la cellule. Bien sûr, je n'ai pas parlé de la cellule, donc c'est maintenant que ça arrive. Il faut distinguer le bleed du jeu en convergence, c'est-à-dire quand la joueuse fait la même chose que son personnage. Alors, un exemple typique, c'est je te donne un aide de jeu, par exemple un faux article de journal, et donc toi tu vas lire l'article de journal et ton personnage en même temps est en train de lire l'article de journal. Okay, c'est du jeu en convergence. Et il faut aussi distinguer ça de la synesthésie. À savoir que tu es en train d'avoir le même processus réflexif que ton personnage. Oui. Voilà. Là, on est vraiment juste à un niveau... Enfin, juste... Je veux pas dénigrer ça. On est à un niveau purement émotionnel. Voilà. Tout à fait. Mais c'est important aussi de distinguer ces choses-là qui s'en approchent, mais qui ne sont pas du bleed. Qui peuvent y contribuer, cela dit, mais qui ne sont pas du bleed. Et c'est bien ça, parce que moi aussi, j'avais un autre concept qu'il fallait pas confondre avec, comme ça, c'est bien. Ah bah voilà. Il y a un autre concept plus lointain pour le coup, mais qui pourrait être confondu, qu'il ne faut pas confondre avec le bleed, c'est le steering. C'est un terme qui désigne le pilotage volontaire ou conscient d'un personnage par la joueuse. Par exemple, si la joueuse favorise volontairement les interactions entre son personnage et un autre, alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être, parce qu'elle a envie de jouer avec ce personnage-là. Parce que une fois encore, on n'est pas dans de l'émotionnel, c'est pas du bleed. Oui, pour la peine, c'est un choix en fait. J'ai plutôt envie d'interagir avec ce personnage ou avec cette joueuse aussi. Et donc oui, je vais faire en sorte de ignorer un peu tout le reste pour me focaliser plutôt là-dessus. Tout à fait, on n'est pas dans le bleed, je suis d'accord. On notera un petit peu pour l'histoire que le terme de bleed n'est pas né dans le jeu de rôle, il est né dans les GR, en l'occurrence. Et l'ARP. Oui, les GN. Grandeur nature. Oui. Les GN, pardon. J'ai dit quoi ? T'as dit GR. GR. Dans les GN, pardon. Pas de problème. Qui est né dans les GN. C'est un terme qui a été développé, qui a été
préciser, quoi, Timeless par Emily Carr Boss, en l'occurrence, Yep. au début des années 2000. Oui, parce que si ce que tu recherches c'est le bleed, très clairement, faut aller faire du GN. En fait. C'est ça. Parce que tu es en synesthésie tout le temps, tu es en convergence tout le temps, et tu es en bleed tout le temps aussi. C'est ça. Et un truc d'ailleurs, quand j'ai fait des recherches, du coup, je n'ai vu que des notions sur le jeu de rôle et sur les GN, notamment aussi parce que je cherchais par rapport au jeu de rôle. Hein. Mais en tous les cas, je trouve que cette notion, elle s'applique en vrai à n'importe quel type d'œuvre. Alors surtout quand il y a une interaction, comme effectivement le jeu de rôle ou les jeux vidéo d'ailleurs, Oui, notamment absolument. avec l'ère des avatars, clairement dedans. Ouais, mais même sans... En fait, à partir du moment où tu vas faire des choix, tu vas être actrice. Ça influence encore plus, quoi. Oui, non, mais c'est ce que je dis justement. C'est à partir du moment où tu vas faire des choix et que tu vas être actrice. Je pense notamment au premier Prey, pas celui d'Arcane, hein, celui de 2007-2008, je sais plus l'année précise, où même encore aujourd'hui, je repense à une certaine scène et je suis toujours un mal en y pensant parce que le jeu t'oblige à faire quelque chose d'horrible, mais tu n'as pas le choix. Pour avancer, tu es obligé de le faire. Et narrativement, c'est très très dur et émotionnellement, c'est très très coûteux. Yep. Un des jeux qui m'a le plus marqué, donc c'est pas un très bon jeu, mais il mérite d'être joué juste pour ça. C'est noté. Et puis au-delà de ça, en vrai, du coup, n'importe quel type d'œuvre, à partir du moment où on met un film ou un livre, à partir du moment où vraiment il y a ça quand il y a moins enfin évidemment quand il y a pas d'interaction directe, du coup il y a plus de bleed-in possible. Par contre, le bleed out est très présent, quoi, et potentiellement présent. Oui. Quand j'étais plus jeune, vraiment petite, quoi. Dès que j'allais voir un film au cinéma, j'étais à fond dedans. Quoi. Bah oui, totalement. Moi, personnellement, pour ce qui est de jeux de rôle, pour revenir un peu sur le jeu de rôle, c'est assez drôle quand j'ai commencé à quand j'ai eu connaissance du concept et que j'ai commencé à lire sur le concept, parce que j'ai vraiment une opposition entre les 2. C'est-à-dire que, du coup, je me suis formalisé sur ces notions-là sans les connaître, sans avoir conscience même si c'était des notions. Et du coup, ça m'a fait rire de replacer les étiquettes parce que moi, dans ma pratique du jeu de rôle, je suis terrifié par le bleed-in. Pourtant, j'en ai fait, premier temps que j'ai pu trouver un exemple. Oui. Mais je suis terrifié du bleed-in, notamment parce que j'ai un respect presque, pas religieux quand même, faut pas exagérer, mais très, très, très fort envers mes personnages. Je déteste le fait de jouer d'une manière que je vais juger non pertinente pour mes personnages. Vraiment, très osé parler du bleed-in, alors que dans l'autre sens, je ne vois pas comment je pourrais faire du jeu de rôle sans le bleed-out. Personnellement, j'entends. Ce genre de truc, je ne m'imagine pas. D'ailleurs, une fois intellectualisé la notion de bleed-out, je me rends compte que quand je fais pas de bleed-out, quand il n'y a pas de bleed-out, je me sens mal en vrai dans la pratique du jeu de rôle. Alors juste, moi par rapport au bleed-in, quand je sens que je suis dans un état émotionnel qui pourrait me pousser au bleed-in, je vais essayer d'inventer, a priori, une justification donc dans la vie du personnage, un truc dans la vie du personnage qui va justifier son comportement, pour ne pas le trahir. Bah oui. Effectivement, des fois, ça peut fonctionner. Oui. Bon, moi, c'est pas tant un respect quasi religieux du personnage et tout. Bon, moi, des fois, les gens agissent de façon un petit peu erratique. J'ai pas de problème avec ça, mais s'il y a vraiment un truc qui me touche en ce moment, où vraiment je sens que je vais être beaucoup plus agressive ce soir, j'en sais rien, tu vois, ou fatigué ou machin, je vais dire, bon, ok, je suis fatigué, mais mon personnage aussi est fatigué parce qu'en fait, il s'est passé ça. Ce qui fait que je vais rester en synesthésie, du coup, avec le personnage. Ouais, tout à fait. Mais c'est un truc qui est important, c'est que le bleed, c'est ni bon ni mauvais, ça dépend vraiment des gens, déjà de votre pratique personnelle, et puis des circonstances surtout, et de l'intensité, des circonstances et de l'intensité. Et il y a des moyens et pour l'encourager et des moyens pour s'en prépunir. Oui. Typiquement, un truc dont on pense pas de prime abord, parce que ça vient un peu, le switch vient un peu naturellement, mais l'utilisation de la première personne ou de la troisième personne pour parler de son personnage. Oui. Alors, quand on parle à la première personne, on met moins de distance, alors qu'à la troisième personne, on met de la distance avec le personnage. Absolument, oui. Ce qui pourrait avoir tendance à limiter le bleed. Après, pareil, il me semble d'ailleurs que c'est l'autrice que tu as citée tout à l'heure, dont le nom ne me revient pas, qui recherchait ça sur le GN, qui parlait d'utilisation de langage, de gestuel, en fait, pour signifier aussi quand on est dans le personnage, quand on est hors du personnage, etc. Des choses qui se font pas mal en GN, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Moi, je suis non pratiquante. Mais moi non plus. Il me semble que ça se fait, que ça existe, et même t'as quelques jeux de rôle sur table qui proposent aussi un langage gestuel pour préciser certaines choses. Donc si on est en train de parler en tant que personnage ou pas, pour des jeux où il peut y avoir besoin justement de bien compartimenter ce que dit et fait le personnage et ce que dit et fait la joueuse. Des petits outils auxquels on pense pas forcément, voilà, juste de dire si je suis en train de lever la main droite, je suis hors jeu. Voilà. Par exemple, je dis n'importe quoi.
Et c'est vrai qu'au-delà de l'expérience holistique en tant que telle, parce que c'est un truc qui est important à se rendre compte et puis surtout ça permet derrière de mieux situer les outils de sécurité émotionnelle. Le bleed, justement à cet égard-là notamment, permet de mieux se découvrir soi-même. Enfin, disons que le jeu de rôle permet de mieux se découvrir soi-même et ce qui se cache derrière ça, c'est le bleed en l'occurrence. C'est le bleed qui permet ça. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais oui. Ça peut faire un petit peu j'allais dire de développement personnel dans un sens. Une fois encore, la notion est le terme est un petit peu fort, mais voilà, peut aider là-dessus. Non, moi je suis d'accord par contre pour le terme de développement personnel, au sens... évidemment le nom va pas me revenir. Disons que ça peut permettre de l'exploration de certaines choses notamment. Oui, c'est ça, mais cette exploration n'a pas forcément besoin d'être... Alors, oui, c'est là que on va être pas tout à fait en accord, toi et moi, c'est que moi je recherche pas le bleed du tout. Je l'esquive pas s'il est là, hein, mais en fait, j'ai beaucoup de recul sur tout ce que je fais. Alors, peut-être moins, maintenant que j'ai fait mon coming in, je ne sais pas. Et mon coming out, ça c'est autre chose. Peut-être moins, parce que jusque-là, j'avais des barrières avec mes propres émotions. Quoi, voilà. Mais, alors, déjà, si j'avais des barrières avec mes propres émotions, tu penses bien qu'avec celle d'un personnage, qui est encore moins moi, j'ai encore plus de barrières. Nécessairement. Donc, je sais pas ce que ça va donner sur ma pratique rôliste, là, en plus. Mais... Attends, je cherche un terme, je crois que c'est Otius, je sais plus. Mais moi, c'est plus en termes de découverte intellectuelle, de me dire, ok, là, je joue un personnage qui a des compétences d'ingénieur au 19e siècle. Ou je joue un personnage qui commande des forces armées ou qui... tu vois que je vais aller dans des situations que j'ai jamais vécues moi, et je vais apprendre des choses, peut-être pas sur moi, mais des expériences que je vais pouvoir utiliser dans ma vie personnelle. Et c'est pas... moi, c'est purement intellectuel, ce n'est pas émotionnel, ça. Oui, c'est ça. C'est deux notions proches mais différentes. Ah oui, tout à fait. Alors qu'effectivement, parce que toi, là, je l'ai pas dit dans le flow de la phrase, mais j'avais mis entre parenthèses notamment, voilà, ça, je parle même pas de l'exploration de tout ce qui est orientation ou identité de genre, ce genre de choses. Et effectivement, voilà. Parfois, jouer un certain personnage ou à qui il arrive certaines choses peut réveiller quelque chose en soi. Oui, alors ça, c'est possible aussi, c'est encore autre chose, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est assez adjacent, c'est même assez présent sur la notion de bleed, mine de rien. Alors, là-dessus, oui. Puis on notera que ça marche aussi dans l'autre sens d'ailleurs. Ça peut aussi permettre de bien se rendre compte de ce qu'on ne veut pas être. C'est vrai. Ouais, parce qu'on peut évidemment, et c'est assez intéressant d'interpréter des personnages qui sont très différents de ce qu'on est, et puis en les interprétant, on peut confirmer l'essai ou se rendre compte que oui, le personnage que j'interprète, je le trouve insupportable. Alors c'est très bien en tant que personnage, mais voilà, je prends note. Moi, je le schématise parce que c'est des émotions, c'est difficile parfois de les intellectualiser, mais je pense que l'image est assez claire malgré tout, je pense. Ça y est, j'ai retrouvé le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est l'osium, qui est un terme latin, qui en fait recouvre, je crois, une discipline grecque, mais bon, ça c'est un détail. Et en fait, l'osium, c'est l'utilisation de son temps libre pour, comment dire, sa culture, mais au sens cultiver les choses, vraiment, quoi, intellectuelle. D'accord, ouais. Et c'est quelque chose qui a été broyé par le capitalisme dès qu'il en a eu l'occasion. C'est-à-dire que le temps libre que tu as, en fait, tu vas consommer passivement des choses. Tu vas pas essayer de te développer intellectuellement. Et le jeu de rôle est un bastion de l'osium. Clairement. Pour ma part, c'est tout ce que j'avais sur... c'est tout ce que j'avais sur le bleed. Je vois la durée d'enregistrement, on a quand même fait pas mal... Ouais, non, ça va, c'est pas mal. Ouais. Pas mal de temps dessus. C'était tout pour la tangente. J'ai rien d'autre à dire sur Death of the Author, soit en passant. Ouais. Quand j'ai commencé à écrire l'épisode, je ne savais pas où la tangente serait. Il se trouve qu'elle s'est située à la fin. Mais c'était bien comme ça, d'avoir une partie sur le jeu, une partie sur le bleed. Ouais, c'était plutôt pas mal. Du coup, on va rempiler dans l'autre sens. D'abord, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur le bleed ? Alors, sur le bleed, moi je voudrais préciser ma posture un petit peu, parce que j'ai dit effectivement que moi le bleed, je le recherche pas, je le fuis pas. C'est un peu ambigu, tu vois, comme posture. Je voulais préciser un petit peu. Donc moi, comme je l'ai dit, oui, j'ai une certaine distance émotionnelle avec mes personnages. Bon, ça tient au fait que je suis avant tout joueuse et surtout meneuse. Enfin, déjà, je suis meneuse. Donc moi, je fais une partie
partie, je vais avoir incarné 18 PNJ différents et il y en a peut-être 2 qu'on refera dans la campagne. Donc autant dire que l'attachement à ces personnages, il est nul pour moi. Donc vraiment, ma pratique rôliste n'est pas du tout façonnée par l'attachement aux personnages. Et en plus, moi je suis de tradition cthulhienne, donc les personnages, comment te dire que j'en ai strictement rien à foutre. Donc, voilà. Clairement. Je vais essayer de faire une belle histoire avec. Et, voilà. Maintenant, je comprends que ce n'est pas le cas de tout le monde. Naturellement, hein, je ne m'érige pas en modèle et les autres sont en tort. Ça, ce serait bien malheureux de penser ça. C'est pour ça que votre duo de podcasteuses favorites fonctionne si bien, c'est qu'on est sur deux aspects différents. Alors, oui, mais moi, je voulais quand même un petit peu nuancer. C'est-à-dire, moi, ça m'est déjà arrivé quand même d'être ému ou à minima touché, atteinte par des choses qui se passent dans des parties et d'y réfléchir après, machin et tout. Moi, c'est des moments que j'aime et que je recherche maintenant. Bon, de là à dire... Enfin, moi, je me place en spectatrice, en fait, quand alors, avec une certaine posture d'autrice aussi, bien sûr, mais je le vis plus comme je peux ressentir des émotions devant un film, je peux ressentir des émotions devant la fiction que va générer une partie de jeu de rôle, mais je considère pas forcément, alors après, je vais nuancer un petit peu, hein, mais je considère pas forcément que les émotions de mon personnage vont m'atteindre. Mais c'est là que je vais nuancer, c'est que moi, ça m'est arrivé de jouer des personnages qui avaient un rapport très particulier aux choses, et pour les incarner, je devais me mettre, j'étais obligé de me mettre, moi, dans un certain état d'esprit et un certain état émotionnel aussi. Je pense à Sita, tu sais, ma barbare, paladine de la vengeance. Voilà, en début de partie, il fallait quand même que je me mette dans un certain cheminement mental, on va dire, où les souffrances que je vais endurer n'ont aucune importance. Ce qui compte, ça va être que les personnes qui ont causé du tort souffrent, enfin voilà, quoi, elles soient punies. Donc ouais, des fois, il y avait une forte gymnastique mentale. Maintenant, tu vois, je sortais du rôle. C'est-à-dire, ces émotions-là me poursuivaient pas, mais pendant, je peux te dire que j'étais en synesthésie et ouais, ça, y a pas de problème, hein. J'étais vraiment sur ce mode-là du personnage. Voilà, je vais plutôt être atteinte ou touché par ce qui se passe, mais de la même manière que je le serais en étant spectatrice d'un film ou de la partie de jeu de rôle qui serait un film devant moi, quoi. Des fois je vais rire, des fois je vais pleurer, voilà, et tout, mais je ne considère pas que ce soit entre guillemets un parasitage. Le terme est très mal choisi, mais c'est un peu comme ça que je le vois, du personnage sur moi. Mais bon, ça vient du fait que j'ai pas beaucoup de lâcher prise. Enfin, j'ai besoin d'avoir une part de contrôle. C'est pas un manque de lâcher prise, parce que je suis capable de lâcher prise, mais j'ai toujours une petite part de contrôle. Ouais, je vois. Bon, ce qui est bien, hein, ça veut dire que même si je consomme des quantités d'alcool assez astronomiques, parfois, ça ne m'arrive pas souvent, mais les fois où ça m'arrive, je vais rester, alors, à défaut d'être forcément lucide, je resterai quand même maîtresse de moi-même et je ne ferai rien que je vais regretter après. Parce que je refuse de voir mon libre arbitre, en fait, disparaître. Oui, tout à fait. Et donc, m'abandonner à une émotion qui n'est pas la mienne, je le refuse. Mais admettre que je suis touché, ému, atteinte par quelque chose devant moi, je n'ai aucun problème à ça. Oui. Donc, j'avais besoin de préciser ça parce que même pour moi, c'est pas forcément clair. Donc voilà. Mais donc, je dis pas que le bleed est une chose horrible et qu'il faut l'éviter à tout prix, comme peuvent le défendre certaines personnes, soit dit en passant. Je dis juste que faut garder une certaine pondération là-dessus et pas se retrouver au 36e dessous parce que son personnage s'est fait one-shot par un démon. Oui. Pour boucler sur ma réponse à ta question. Tout à fait. Et en parlant de questions, il me semble que nous avons une question de la FAQ. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux que je la lise ? Est-ce que tu veux la lire ? Pose-la. Alors, une question de Sandrone, qui a repris d'ailleurs le podcast, donc allez écouter les podcasts de Sandrone, ils sont bien. Qui, si je ne m'abuse d'ailleurs, est en train d'enregistrer pendant qu'on enregistre. Oui. Hasard des clins d'œil. Pareil, on est en synesthésie d'enregistrement. Est-ce qu'on bleed ? Je ne sais pas. Sandrone qui est un bleeder aussi, hein, de ce qu'il nous disait. Et donc, Sandrone qui nous demandait comment choisissez-vous les jeux dont vous allez parler ? Je te laisse répondre peut-être. Alors, pour ma part, à la base, ça part d'une nécessité. Parce que vu que malgré tout, alors déjà je fais pas du jeu de rôle depuis tant d'années que ça commence à faire quelques années, mais pas tant que ça, notamment comparativement à toi. Ma pratique du jeu de rôle peut acheter de l'alcool aux États-Unis. Voilà. Depuis 1 an ou 2. Moi, pour le coup, non seulement je pratique pas depuis si longtemps que ça, puis en plus pendant
très très longtemps, la plupart de ma pratique de jeu de rôle, elle était avec comme MJ, j'avais un ami qui n'aimait pas les systèmes. C'était beaucoup du homebrew, donc voilà. Mine de rien, du coup, j'ai très peu d'expérience de systèmes différents. Donc j'avais une liste de travail de potentialités qui était assez restreinte. Donc, du coup, j'ai placé ce que je pouvais placer. Donc du coup, la première chose qui me fait choisir du coup ma liste de travail de base, c'est, déjà ce que je connais, parce que j'ai déjà joué. C'est un peu une liste de backup, on va dire, parce que j'ai pas besoin de préparer une partie test ou quoi. Pour ceux qui étaient sur Discord et qui ont suivi du coup l'épisode sur Sigmata, c'est que c'était une galère, que j'ai pas pu faire d'une partie avant l'heure notamment. Donc là au moins, il y a cette liste de jeux auxquels j'ai déjà joué, donc j'ai pas besoin de le tester. Après, ces derniers temps, c'est arrivé plusieurs fois que pour, le podcast spécifiquement, pour des occasions particulières, je cherche des types de jeux de rôle bien spécifiques. Par exemple, justement, Sigmata, l'été, dernier, au vu des événements, Politique. d'actualité, Ouais, des événements il s'est politiques, passé des petites en choses au niveau France, politique en France, voilà, si vous n'étiez pas au courant. j'ai activement cherché un jeu de rôle, Antifa Oui. ou affilié. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé Sigmata. Donc là, voilà, ça m'arrive de chercher spécifiquement. Pareil alors là, c'est pas encore c'est pour le futur, mais il y a une certaine saison Ah oui, à venir, tu la teases future, déjà. voilà, qui sera un petit peu particulière. J'ai cherché des types de jeux de rôle qui avaient un thème commun pour toute une saison qui viendra dans un petit bout de temps. Oui, parce qu'à la base, c'est moi qui avais une idée stupide. Je t'ai dit, je ferai ça pour cette saison, et tu m'as dit, mince, c'est stupide. Ouais, je vais trouver une autre idée aussi. Et tu as trouvé une autre idée pour la même saison. Donc, on vous le dira en début de saison, ne vous inquiétez pas. C'est ça, voilà. Et donc voilà, de chercher une thématique spécifique. Après, pour ce qui est du planning, c'est dans quel ordre faire tel ou tel jeu, parce que ça aussi, du coup, c'est de la sélection. Pour la saison 1, j'ai fait vraiment à l'instinct. Et puis là, pour la saison 2, dans mon planning initial, j'ai essayé de faire des rappels, d'essayer d'avoir une certaine thématique pour les mois. Par exemple, Death of the Author, c'était censé être le même mois que Anamnesis. C'était censé être, voilà, mars était censé être mes jeux solo. Bon, je ne l'ai pas respecté moi-même, parce que du coup, là, j'en parle en janvier, mais j'étais un peu pressé d'en parler. Pour la plupart, alors, je ne vais pas forcément donner toute la structure, parce qu'au moins, ça me permettra, tant que je ne le spécifie pas, au moins, j'ai de la latitude, j'en fais un peu ce que j'en veux, mais pour la plupart des mois, j'ai des types de jeux de rôle que je préférerais avoir. Alors, ça peut être des trucs tout con. Il y en a un que je peux dire, pour le coup, mai, j'ai les épisodes de mai, mais c'est aussi mon mois de naissance. C'est mon anniversaire en mai, et donc, du coup, en mai, je vais faire en sorte à chaque fois d'avoir toujours des jeux que j'aime bien ou qui me parlent Oui. ou qui me faisaient très envie, tu vois? Bon, ça peut être ça. Ou il y a le fameux après c'est le dernier que je tease et puis ça conclut ma réponse. Il y a un fameux jeu de rôle qui est inspiré d'une autre œuvre. C'est l'adaptation d'une autre œuvre en jeu de rôle que je veux absolument faire en novembre. Ça sera évident une fois que je la présenterai, voilà. Il faut que cet épisode soit en novembre et j'ai pas pu le faire pour la saison 1. C'était prévu pour la saison 2, mais ça a été décalé parce que j'étais trop débordé. Ça sera pas la saison 3 non plus parce que je suis déjà pleine. Ça sera pas la saison 4 non plus, donc c'est décalé encore à la saison 5, mais parce que je veux absolument que ce soit en novembre, donc du coup, ça se décale très, très vite pendant très longtemps. Je vais répondre alors, tu as fini? Oui, oui, oui. Vas-y, attends. Alors, moi, forcément, j'ai un catalogue beaucoup plus important de jeux de rôle que toi, donc c'est sûr que j'ai pas la même posture non plus. Moi, de mon côté, je suis tiraillé entre deux choses. Déjà, la première chose, c'est que je participe à pas mal de Kickstarter, de crowdfunding et tout de jeux, donc il y a une partie des jeux qui sortent et je dis « Ah là là, ce jeu-là, je viens de l'avoir, il est cool, faut vraiment que je le chronique ». Donc j'essaye aussi de coller à l'actualité, ce qui fait que des fois on arrive à des petits décalages comme ci comme ça. Par exemple, It's the Reich, voilà. Allez voir l'épisode, je vous rappelle. J'ai déjà dit, mais il est bien, allez voir cet épisode, il est vraiment cool. Oui, très. Ça parle de vampires qui tuent les nazis, donc ça va vous plaire, a priori, si vous êtes encore là. Voilà, It's the Reich, c'était quelque chose qui était sorti il y a pas longtemps, mais il y a eu l'actualité, il y a eu un bleed-in de l'actualité politique française qui a fait que voilà. J'en ai parlé plus tôt que prévu dans le podcast. Quoi. Mais voilà, il y a ça. Là, typiquement, attends, je prends la liste pour ne pas la lire. Alors,
l'épisode du mois prochain, qu'il faudra que je tease d'ailleurs à un moment, mais ça c'est un détail. Pareil, c'est un jeu de rôle que j'ai reçu fin décembre. Alors décembre, du coup, on avait déjà enregistré avec Queen Jolinar, je pouvais pas le faire. Je voulais pas en parler en hors-série, parce que pour moi c'était pas un hors-série, c'était un épisode normal. En janvier, c'est toi, là, j'en parle en février, du coup, parce que j'y ai joué, ça m'a vraiment bluffé, et je me suis dit, il faut impérativement que j'en parle. Donc, et puis en même temps, il y a des jeux que je connais depuis très longtemps, et je dis, ce jeu-là, vraiment, c'est un jeu trop bien, faut que j'en parle. Par exemple, Ryutama, par exemple, Prosopopée. Allez voir ces épisodes, ils sont très bien aussi. Moi, j'en suis particulièrement fier. C'est mes épisodes préférés de moi. Parce que, voilà, je ne me permettrai pas de placer mes épisodes au-dessus des tiens. Par principe. Parce qu'on a un duo, une équipe. Mais voilà, ce sont mes épisodes préférés. Donc, les épisodes que j'ai écrits, que je préfère. Bon, j'aime bien... Allez, vous savez quoi ? Allez voir tous nos épisodes. Vous devriez faire un marathon. Oui, on devrait se donner un mois. C'est le mois du bruit derrière l'écran. Il faut regarder tous les épisodes. Écouter tous les épisodes. Pendant la saison 1, ça m'est arrivé 3 fois durant l'année de la saison 1 de réécouter tous les épisodes. Mais là, on arrive à un stade où je le fais plus trop. je l'ai jamais fait. À avoir certains... C'est-à-dire, moi, je les monte, les épisodes. Donc, si tu veux, je les écoute déjà suffisamment pendant que je les monte. Après, une fois qu'ils sont montés, je les réécoute. Une fois qu'ils sont sortis, je les réécoute une fois ou deux. Je dis, ok, c'est bon. Et donc, je les écoute plus après. Je voulais dire quelque chose d'intelligent. Voilà, c'est pas grave. Il faudrait pas non plus que je choque nos auditeurs. Si, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je disais, en parlant d'écouter les épisodes, je vous rappelle qu'on est sur YouTube. Bien sûr. On est sur toutes les plateformes de podcast aussi. Que ce soit pour vous, parce que des fois, je trouve ça plus sympa de pas avoir mon téléphone allumé sur une page YouTube, voilà. Ou même d'écouter hors connexion un épisode qu'on a déjà téléchargé, c'est intéressant aussi. Ou, si vous avez des amis à qui vous voulez envoyer nos épisodes, parce que vraiment, c'est un podcast incroyable, du bruit derrière l'écran, il faut bien le dire, et qui n'utilisent pas YouTube, ou qui sont plus podcast, ou pas du tout podcast et que YouTube, voilà. N'hésitez pas. Ou si, pour une réunion de famille, vous voulez harceler vos proches avec un podcast de plus de 3 heures sur un jeu de rôle qui tue des fascistes, moi, vous le téléchargez, vous l'avez disponible. C'est ça, exactement. C'est très très loin notre épisode le plus long jusqu'à présent. Oui, je doute qu'on l'égale de sitôt, mais écoute, qui sait, peut-être, on le fera sans doute en plusieurs parties, mais un jour on parlera peut-être d'un petit jeu de rôle qui n'aura probablement pas marqué l'histoire, je pense, un truc avec des dragons, des bâtiments médiévaux. Donjons, je crois aussi. Ouais, des bâtiments médiévaux d'habitation, et pas du tout des souterrains avec des monstres. C'est un non-sens total. Mais oui, un jour on en parlera et de tout ce qu'il y a autour aussi. Je pense que ça va être même une saison en soi, aussi, quoi. Ça va être possible, ça va être assez costaud. Je pense que ça risque bout à bout d'être plus long que 3 heures, mais ce sera pas très antiphare, à mon avis. Ouais, non, pas trop. Quoique, quand je raconterai les paniques morales d'extrême droite aux États-Unis autour de Donjons et Dragons, oui, à mon avis, je serais bien obligé de prendre parti. C'est sûr. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. En tout cas, après... Il y a quand même aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi des critères, malgré tout, que je mets sur les jeux. Faut que je puisse ne pas résumer le jeu en 2 minutes, sinon c'est pas très intéressant, à moins que le jeu ait beaucoup de choses à raconter à côté, dans les thématiques qu'il emprunte ou quoi que ce soit. Je dis ça parce que ce sera le cas d'un jeu dont je parlerai plus tard dans la saison. C'est la crainte que j'avais d'ailleurs pour cet épisode d'ailleurs. Enfin, c'est déjà une crainte que j'avais pour l'amnésis. Donc quand je me suis décidé à faire un épisode sur le hack de l'amnésis, vraiment c'était ma crainte d'être trop rapide. T'as eu le coup de génie de rajouter la parenthèse sur le bleed. Ouais. Donc, mais du coup, c'est vachement bien. Ça, c'est super intéressant. Tu vois, on est plus... Là, je trouve ça cool. Tu vois, on se développe, c'est la saison 2, c'est cool. On est plus juste à présenter un jeu. On présente un jeu et, ok, ce jeu, moi, m'appelle cette thématique-là, on en parle. Et ça, je trouve ça vachement cool et vachement podcastique aussi, d'ailleurs, soit dit en passant. Tout à fait, oui. Donc, c'est qu'on grandit, on mature et c'est bien. Parce qu'on n'est plus juste dans une démarche, on va dire, pas de consommation, mais un petit peu, quoi. Là, il y a... De présentation. Ouais, voilà, c'est ça. On n'est plus sur juste la présentation. C'est ça, on va un peu au-delà. Et moi, j'avoue que c'est ce que je recherchais, mais fallait que la formule prenne le temps de s'équilibrer et qu'on puisse se dire, bon, de toute façon, qu'on soit bien d'accord, là, je vois la liste des jeux à venir. C'est sûr que ça va se faire. Et puis, puisqu'on parle
de la liste des jeux à venir, est-ce que je ne teaserai pas mon épisode du mois prochain? Ce serait pas mal, Oui, ça. bah oui, ça se passe à peu près à ce moment-là, souvent. Voilà, en général, c'est plutôt pas mal, puisque bon, bah, le mois de février, la Saint-Valentin, l'amour, tout ça, hein, voilà. Écoutez, pour changer de Death of the Author, parce que bon, c'est quand même un peu, voilà, je vais vous proposer un jeu de rôle solo de journaling avec des cartes. Ça, je pense que c'est hyper novateur. C'est du jamais vu. Ce que j'ai jamais vu dans ce podcast. Mais cela dit, c'est pas des cartes de tarot, c'est des cartes à jouer. On en parlera le mois prochain. Et je vais quand même donner des éléments un peu plus thématiques, parce que là, je vais être dans le formel, donc je voulais rentrer un peu plus dans le contenu. Mais c'est pas un hasard si j'ai décidé de le faire le mois de la Saint-Valentin. Mais ça risque de ne pas être forcément très joyeux. Très mystérieux, tout ça. Et oui. Bon, toi, tu sais déjà un petit peu Oui. de quoi ça parle, mais je serais très contente d'en parler davantage avec toi le mois prochain. Bon, est-ce qu'on a autre chose à dire sur tous les sujets qu'on a abordés ou pas? Non. Non, on a tout fait. On a déjà parlé des réseaux sociaux en plus aussi, Oui. des plateformes. Oui, mais on peut le redire, tu peux le redire, tiens. Oui, on peut le redire. On est présent sur toutes les plateformes de streaming, du coup, évidemment, et sur YouTube. Et en termes de réseaux sociaux, donc on a donc un bento qui résume tout ça. Mais le plus, là, on est le plus, où il y a le plus d'activité, on va dire, c'est évidemment sur notre serveur Discord, vu qu'on a beaucoup plus d'interactions. Et puis même, on met un peu plus de teasers diverses sur les épisodes, et il y a parfois des parties de test qui se font sur les Discord justement pour qu'on puisse essayer tester les jeux de rôle justement qu'on va chroniquer. Alors justement, tu parles de teasers divers, il y a quand même quelque chose qu'on n'a jamais dit, je crois, dans le podcast, c'est que la mise en bouche qu'on entend avant le générique de chaque épisode, elle est sur le Discord, normalement 9 jours avant la sortie de l'épisode. Alors après, c'est toujours plus ou moins, voilà. Donc nos épisodes sortent le 25, comme vous le savez bien sûr, puisque vous êtes des auditeuristes exemplaires, hein, que vous connaissez les dates et les calendriers de façon incroyable. En général, on essaie de sortir la mise en bouche pour le 16 du mois. Tout à fait. Et ça, on ne l'a jamais dit, donc une raison de plus de venir sur le Discord. Puis vous pouvez essayer de deviner de quel jeu on va parler. Ça, c'est quand même pas mal. C'est ça, c'est cool. Et puis en plus, vous pouvez aussi nous poser, alors ça, vous pouvez le faire n'importe où, on peut le faire en commentaire ou sur les autres réseaux, parce qu'évidemment, on est du coup aussi sur Blue Sky notamment. Sur les réseaux sociaux, hein, sur Blue Sky notamment. Mais voilà, notamment sur le Discord, entre autres, vous pouvez nous poser des questions, comme les questions qu'on vient de répondre, vu que au rythme d'une question par épisode, va falloir qu'on ait un certain stock. Donc n'hésitez pas. Oui, on en a quelques-unes d'avance, mais on n'ira pas jusqu'à la saison 3 avec ce qu'on a. Voilà. Bon, après, j'en invente une de temps en temps pour remplir les fonds de tiroir, mais voilà. Bon, eh bien écoute, Alice, je pense qu'on peut se dire au revoir. Oui. Bisous aux auditeuristes. Bisous. On se revoit le mois prochain, le mois de l'amour, hein, bien sûr, ça va être incroyable. Eh bien, portez-vous bien et surtout, faites attention à ce que vous ne soyez pas tué par votre propre personnage. Ce serait bien malheureux. Ouais. Et soyez bienveillante avec vos personnages. Même soyez bienveillante tout court, en fait. Soyez avec vous-même court, aussi, avec vos amis, avec vos proches, déjà, et avec vos personnages. Avec autres, ouais. Voilà. Bisous, bisous. Bisous. J'ai failli raccrocher Discord au lieu d'arrêter l'enregistrement. Don't let anyone tell you what to be. You can be whatever you choose to be. Don't let anyone tell you who you are. You are who you are. Beautiful like a million stars. Don't let anyone change who you are. To all the girls who wanna look pretty, wanna cover up, feel too fat or too skinny. Deep down, deep down, deep down, she's a mess, afraid of what the world thinks. Shine your light within. Don't give up on yourself, give in. Don't see yourself as someone else. You're enough when times are rough. Don't let anyone tell you what to be. You can be whatever you choose to be. Don't let anyone tell you who you are. You are who you are. Beautiful like a million stars. Don't let anyone change who you are. She wants to see herself painted in a self-portrait on the wall. She wants to love herself, wear high heels to be more tall. Shine your light within.